Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui au sein de ce beau colloque qui permet de nous réunir autour d'une thématique encore nouvelle et fascinante. C'est un honneur de partager avec vous cette réflexion sur les jeux vidéo, longtemps incompris et souvent sous-estimés. Notre exploration vise à transcender les stéréotypes qui ont entouré ces univers interactifs en mettant en lumière leurs aspects collaboratifs et leur implication pour le développement social, éducatif et émotionnel. Dans cette démarche, nous nous plongerons dans l'univers des jeux vidéo multijoueurs, explorant leur potentiel à redéfinir les interactions humaines et à contribuer à un nouvel humanisme numérique. Tantôt stigmatisés comme des divertissements destinés principalement aux enfants, avec la crainte qu'ils ne contribuent à les abrutir, tantôt associés à des arènes de compétition acharnées et de rivalité qui contribuent à la montée de la violence chez les individus, les jeux vidéo sont devenus, au fil du temps, des espaces d'expression artistique et d'interaction sociale complexes. L'évolution de cette perception a révélé une dimension plus profonde de ces univers ludiques, mettant en lumière la capacité des jeux vidéo à offrir des expériences enrichissantes, tant sur le plan individuel que collectif. Ainsi, cette évolution remet en question les préjugés persistants et ouvre la voie à une exploration plus approfondie des implications sociales et culturelles des jeux vidéo. Au cœur de cet univers numérique émerge une dynamique sociale et complexe où la coopération devient aussi cruciale que la compétition. Ainsi, comment les jeux vidéo, souvent considérés comme des espaces de duel virtuels, peuvent-ils éclairer une vision renouvelée de l'humanisme à l'ère du numérique ? Notre communication se concentre sur l'exploration des jeux vidéo multijoueurs tels que League of Legends, Overwatch et Minecraft. Cette approche est également ancrée dans une étude qualitative réalisée auprès de 48 joueurs francophones, explorant leur expérience de la coopération dans ces environnements virtuels. Afin de remodeler notre compréhension de l'humanisme à l'ère numérique, nous aborderons 3 aspects du jeu vidéo, en référence aux principes fondamentaux des penseurs du XVIe siècle. Tout d'abord, nous examinerons comment les jeux vidéo offrent un terrain fertile pour redéfinir la nature des interactions humaines, à l'instar de ce que prescrivait Thomas More dans son Utopie. Cette immersion dans des mondes virtuels peut ainsi conduire les joueurs à une réflexion introspective sur leur propre identité et leurs valeurs, rejoignant ainsi les préoccupations humanistes de Michel de Montaigne, par exemple, concernant le développement personnel et la recherche de sens dans la vie. Ensuite, nous explorerons comment ces jeux transcendent les barrières culturelles et linguistiques, contribuant ainsi à un humanisme plus inclusif, comme le suggérait déjà Rabelais. Enfin, nous considérons les jeux vidéo comme une forme d'art contemporaine, activant le développement de compétences variées et renforçant ainsi notre compréhension de l'éducation par l'art, un concept cher aux humanistes du passé. À travers cette démarche, nous aspirons à dévoiler la richesse insoupçonnée des jeux vidéo, les positionnant non seulement comme des refuges, mais aussi comme des laboratoires d'apprentissage pour un nouvel humanisme numérique. Pour ce premier aspect que nous allons développer, j'aurais pu omettre l'accent sur le A accent grave, car une place est attribuée à chaque joueur, notamment dans Overwatch et dans League of Legends. Ce qui est intéressant avec les placements des joueurs, c'est qu'ils correspondent à l'organisation des cités imaginées par exemple par Thomas More. À propos de l'organisation de Utopia, il évoque qu'on laisse aux citoyens la liberté d'exercer celui des deux qui lui convient le mieux, à moins que la ville ne lui en assigne un pour cause d'utilité publique. Dans le contexte des jeux multijoueurs, cette assignation de rôle ressemble à une division du travail,
où chaque joueur contribue à la réussite de l'équipe en occupant une position spécifique. Ces rôles, bien définis et distincts, s'alignent sur la notion d'ordre social de Thomas More. Les utopiens, tout comme les joueurs, se voient attribuer des responsabilités en fonction de leurs compétences et de l'utilité publique. Cette analogie souligne comment les jeux vidéo, loin d'être de simples divertissements compétitifs, peuvent refléter et expérimenter des modèles d'organisation sociale résonnant avec les idées utopiques qui ont traversé les siècles. À propos de la deuxième partie de la citation sur l'utilité publique, on peut voir que les stratégies des joueurs peuvent les amener à changer leur rôle. Un personnage qui est censé soigner ses alliés, par exemple, pourrait être contraint d'infliger des dégâts à l'équipe ennemie si la situation le demande. Thomas More poursuit ensuite sur la composition de la cité qui est contingentée. Chaque cité doit se composer de 6000 familles. Quand il y a dans une ville plus de monde qu'elle ne peut, et qu'elle ne doit en contenir, l'excédent comble les vides dans des cités moins peuplées. Ce qu'on retrouve ici est similaire au fonctionnement du matchmaking des jeux vidéo. Chaque équipe ne peut contenir que 5 joueurs, notamment pour League of Legends et Overwatch. Dans Utopia, la limitation du nombre de familles dans une cité sert à maintenir un équilibre optimal, évitant la surpopulation et favorisant une harmonie sociale. De manière similaire, les jeux vidéo imposent des limites strictes au nombre de joueurs dans une équipe, créant ainsi une structure qui vise à équilibrer les forces en présence. Cette notion de redistribution des excédents de population dans les cités moins peuplées trouve un écho dans le monde des jeux vidéo, où les joueurs excédentaires, ne trouvant pas de place dans une équipe, peuvent être dirigés vers d'autres équipes moins nombreuses. Ainsi, à travers ces mécanismes de matchmaking, les jeux vidéo expérimentent une forme de gestion équilibrée des ressources humaines, mettant en lumière comment les concepts utopiques peuvent transcender les époques pour s'exprimer de manière innovante dans des médias contemporains. Comme je l'avais annoncé, j'ai mené une étude qualitative à propos de toutes ces questions autour des jeux vidéo. 48 participants, dont l'âge varie entre 21 et 52 ans, ont pris part à cette enquête. Il y a 21 femmes et 26 hommes et une personne non-binaire qui ont répondu au questionnaire. L'âge moyen des participants est de 30 ans. À travers cette étude, j'ai cherché à approfondir la compréhension du positionnement identitaire des joueurs, notamment leur propension à s'identifier aux protagonistes et leurs attitudes vis-à-vis de la personnalisation des personnages. Dans un premier temps, il m'a semblé crucial de comprendre le type de jeu auquel les participants s'adonnaient. Parmi eux, une majorité significative, soit 72%, ont déclaré jouer à des jeux d'aventure comme Zelda, tandis que 41% ont mentionné jouer à des jeux de plateforme comme Mario ou Sonic. On a aussi 35% des répondants qui ont indiqué jouer à des jeux de simulation et le même pourcentage ont affirmé jouer à des jeux de survie en monde ouvert comme Ark, The Forest ou Minecraft. Ces statistiques soulignent la diversité des préférences ludiques parmi les participants, mettant en lumière l'attrait pour une gamme variée de genres de jeux vidéo. Cette répartition démontre également l'importance de prendre en compte cette diversité lors de l'analyse des comportements et des attitudes des joueurs dans le cadre de cette enquête. Le rapport à l'identité est intéressant au regard de ces résultats. En effet, les préférences des joueurs montrent qu'ils n'attachent pas une grande importance à la personnalisation de leur personnage, car le pourcentage élevé de joueurs engagés dans des jeux d'aventure de plateforme de simulation suggère que l'expérience narrative prime sur la personnalisation esthétique. Cela soulève des questions sur la nature de l'identité virtuelle et sur la manière dont les joueurs se projettent dans des mondes imaginaires, privilégiant peut-être
l'exploration de nouvelles perspectives et d'histoires, plutôt que la représentation directe de leur propre identité. Cette idée pourrait être contradictoire avec l'idée de Michel de Montaigne, selon laquelle la découverte de soi est une préoccupation centrale pour les individus. Pourtant, lorsqu'on leur demande si ces joueurs préfèrent créer leur personnage ou incarner un héros, ils sont alors 62% à affirmer qu'ils préfèrent personnaliser leurs avatars. Cette dualité peut être vue comme une illustration de la richesse et de la complexité de l'identité humaine, où les individus aspirent à se plonger dans des récits et des univers fictifs, tout en cherchant simultanément à exprimer et à affirmer leur propre individualité. Nous allons clôturer cette première partie en abordant brièvement les interactions entre les joueurs. Le philosophe John Locke a souligné que les mots de la langue sont comme les traits de la flèche. Ils peuvent atteindre leur but sans que l'on sache comment. Lorsqu'il s'agit de jeux en ligne, les joueurs développent souvent un code communicationnel unique qui leur permet d'interagir de manière efficace et coordonnée. Ce langage est généralement constitué d'une combinaison d'animations de personnages exécutant des actions particulières appelées émotes, conformément à la définition de l'Office québécois de la langue française. Ces émotes visent à exprimer des émotions ou à illustrer des propos. En plus des émotes, ce code comprend également l'utilisation de positions géographiques stratégiques, d'abréviations anglophones et d'un outil particulièrement important, les roues d'interaction. Également appelées wheels dans le jargon, elles sont des menus contextuels qui permettent aux joueurs de signaler rapidement des informations cruciales à leurs coéquipiers. Ces menus sont souvent équipés d'options préétablies telles que ennemi, besoin de soins, défendre ici et bien d'autres. Grâce à ces roues d'interaction, les joueurs peuvent communiquer instantanément des informations cruciales sans avoir à saisir du texte ou à utiliser un microphone. Cette fonctionnalité devient particulièrement importante dans des situations rapides et intenses où la communication peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Les émotes, les abréviations et roues d'interaction forment ainsi un ensemble dynamique de moyens de communication en jeu, permettant aux joueurs de coordonner leurs actions et de partager des informations essentielles en temps réel. Cette complexité linguistique renforce la collaboration au sein des équipes, contribuant à une expérience de jeu en ligne immersive et stratégique. En outre, les abréviations anglophones sont souvent utilisées pour optimiser la vitesse de communication dans le chat du jeu. AFK, Away from Keyboard, ou BRB, Be Right Back, signale une absence temporaire du jeu et crée un lien entre l'univers virtuel et la vraie vie, signalé d'ailleurs aussi par l'abréviation IRL. Ces abréviations sont issues de l'anglais et sont devenues des éléments incontournables du langage des joueurs, transcendant encore une fois les barrières linguistiques et culturelles. Tous ces phénomènes d'interaction entre joueurs pourraient donc former ce que j'appellerais la ludus lexis, c'est-à-dire tout un système de communication qui fait appel autant à des mécaniques sur le jeu que à des abréviations ou aux émotes, se retrouverait autour de ce terme qui permettrait une facilité et une meilleure communication entre les joueurs. Les jeux vidéo constituent un terrain unique où des joueurs du monde entier peuvent se réunir, dépassant les frontières culturelles et linguistiques, pour partager une expérience commune. Dans ce vaste univers numérique, certaines licences se démarquent par leur engagement en faveur de l'inclusion et de la célébration de la diversité, contribuant ainsi à une forme d'humanisme plus éclairé et respectueux des individualités, tel que suggéré par François Rabelais. Un exemple éclatant de cette démarche se manifeste à travers Overwatch,
qui ne se contente pas d'être un simple jeu vidéo, mais aussi un espace où la diversité est célébrée activement. Overwatch 2, lors de son événement Pride, aborde fièrement les couleurs du drapeau LGBT, témoignant d'un soutien explicite à cette communauté. Ce geste symbolique transcende les frontières virtuelles du jeu pour envoyer un message d'inclusion et de solidarité envers les joueurs de toute orientation sexuelle. Plus encore, le jeu annonce clairement les identités queer présentes dans son univers, offrant une visibilité importante à une variété de personnages qui reflètent la diversité de la communauté des joueurs et du monde réel. Cette initiative va même au-delà de la simple représentation visuelle et s'inscrit dans une démarche plus profonde d'affirmation de ces identités. Nous pouvons notamment citer de manière non exhaustive la pansexualité de Lifeweaver ou encore l'homosexualité de Soldat 76 ou de Pharah. En plus de représenter clairement les identités des personnages au cours d'une partie, certains personnages ont des interactions entre eux, ce qui laisse davantage de traces de cette même identité. Si tu as besoin d'aide, vole jusqu'à moi, Angela. Oh, mon héroïne, telle une chevaleresse en armure volante. C'est exactement l'image recherchée. En dévoilant explicitement ces identités, le jeu contribue à normaliser la diversité dans un contexte virtuel, renforçant un humanisme contemporain qui célèbre la pluralité. En plus de cette inclusivité en termes de genre, le contexte des jeux vidéo rend possible la création d'espaces où les joueurs peuvent se rassembler, interagir, quelle que soit leur origine géographique ou linguistique. Par exemple, à La Réunion, les joueurs se connectent généralement sur les serveurs asiatiques afin de ne pas avoir trop de latence. De nombreux jeux proposent des fonctionnalités de traduction automatique ou des outils de communication simplifiés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les émotes et les roues d'interaction, qui permettent aux joueurs de communiquer même s'ils ne parlent pas la même langue qu'autrui. Ces mécanismes favorisent une forme d'expression et de compréhension universelle qui transcende encore une fois les frontières linguistiques, contribuant ainsi à créer un environnement de jeu plus inclusif et accessible à tous. Les jeux vidéo peuvent contribuer à promouvoir un humanisme plus inclusif, où la diversité est célébrée et où les différences sont perçues comme une source de richesse et d'enrichissement mutuel, comme, encore une fois, le préconisait Rabelais. Nous arrivons enfin à la dernière partie de cette communication qui est donc consacrée à l'art. Dans cette partie, nous n'allons pas encenser le fait que les jeux vidéo présentent souvent des qualités esthétiques remarquables dans leur graphisme, leurs animations, leurs bandes-son, etc. Nous allons explorer la manière dont les jeux vidéo permettent aux joueurs de devenir des créateurs artistiques à part entière. Tout d'abord, Minecraft en est un exemple particulièrement frappant. Dans Minecraft, les joueurs sont plongés dans un monde ouvert où ils peuvent manipuler et modifier leur environnement de manière quasiment illimitée. Grâce à des blocs de construction, les joueurs peuvent créer des structures, des paysages, voire des œuvres d'art. Comme on peut le voir ici avec cette reproduction de la cité fortifiée du Seigneur des Anneaux, Minas Tirith. Ce n'est pas seulement dans Minecraft que les joueurs peuvent exprimer leur créativité. De nombreux autres jeux offrent des fonctionnalités de création de contenu qui permettent aux joueurs de concevoir et partager leur propre création avec la communauté ou par le biais de concours. Pour Overwatch, il s'agit par exemple de la création de parcours, c'est-à-dire des niveaux d'entraînement pour un héros en particulier. Un exemple de créativité dans League of Legends est l'utilisation de l'outil de création de contenu communautaire appelé Skin Design Contest. Ces concours permettent aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité en proposant des concepts uniques et innovants qui peuvent ensuite être votés par la communauté ou examinés par un jury, et les skins gagnants sont parfois sélectionnés pour être ajoutés au jeu, permettant ainsi aux créateurs de voir leur création concrétisée dans le jeu lui-même. Que ce soit en concevant des niveaux,
des fanarts, des vidéos de gameplay ou même des histoires générées par les joueurs, les possibilités créatives basées sur les jeux vidéo sont infinies et favorisent également la collaboration et l'échange d'idées au sein de la communauté, ce qui rejoint l'idée humaniste selon laquelle le partage des connaissances et des expériences enrichit l'ensemble de la société. En réponse à l'appel à communication, cette présentation visait à déconstruire le cliché selon lequel les jeux vidéo rendraient stupides en mettant en lumière leurs aspects positifs et enrichissants. En mettant l'accent sur les techniques de placement, le développement des stratégies ou encore la stimulation de la créativité, ma communication va donc à l'encontre du stéréotype selon lequel les jeux vidéo seraient nuisibles à l'intellect. Au contraire, elle illustre comment les jeux vidéo peuvent être des outils puissants pour l'éducation, le développement personnel et la croissance intellectuelle. En conclusion, les jeux vidéo représentent bien plus que de simples divertissements. Ce sont des espaces d'expression artistique, de créativité et d'interaction qui peuvent enrichir notre expérience culturelle et intellectuelle. À travers les différentes facettes évoquées, nous avons exploré comment les jeux vidéo s'inscrivent dans une tradition humaniste en encourageant la diversité, la créativité et la collaboration. En outre, si les jeux vidéo rendaient stupides, je ne pense pas que nous serions réunis aujourd'hui pour en parler. Je vous remercie de votre attention et reste ouverte à la discussion pendant le temps d'échange.